Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, tous ces démocrates ont pu compter sur le soutien ou au moins la neutralité des grands patrons de la tech aux États-Unis. Or désormais, les patrons de ces entreprises qui ont changé le monde et nos sociétés, Elon Musk en tête, affichent pour certains ouvertement leur soutien au populiste de droite radicale Donald Trump. À la veille de son investiture, j'ai donc posé la question aux spécialistes. Que reste-t-il des rêves soi-disant progressistes de la Silicon Valley ? Comment cette mue s'est-elle opérée et pourquoi ? Et surtout, quels sont les dangers d'une telle concentration de pouvoir ? Pour en parler, sur le fil a invité deux auteurs qui ont étudié la tech de près. Olivier Alexandre, directeur adjoint du Centre Internet et Société au CNRS, et Robert Lalka, à la tête de l'Institut pour l'entrepreneuriat Albert Lepage de l'Université de Tulane en Louisiane. Sur le fil. Capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk. Elon Musk, c'est le trophée des Trumpistes. Sa puissance est énorme. À la tête du réseau social X, il a aussi un rôle géopolitique incontournable grâce aux fusées de SpaceX et au réseau de satellites Starlink. America's just not going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing. Il y a aussi Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui rassemble plus de 3 milliards d'utilisateurs quotidiens avec Facebook, Instagram et WhatsApp. Il a récemment renoncé au fact-checking aux États-Unis et a allégé la modération sur des contenus chers au président élu, comme l'immigration. Il est temps de revenir aux sources sur la question de la liberté d'expression sur Facebook et sur Instagram. On compte encore parmi les personnalités pro-Trump l'investisseur Peter Thiel. Et retenez bien ce nom. Il a investi dans SpaceX et dans Facebook et il a fondé Palantir, un géant de la data qui exploite des quantités de données pour les services secrets et les forces de l'ordre du monde entier. On peut aussi mentionner Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post. Il a félicité chaleureusement Donald Trump après son élection. In this term, everybody wants to be my friend. I don't know. Mais comment s'est opérée cette mue et pourquoi ? Pour comprendre, il faut revenir aux sources, à la Silicon Valley. Le sociologue Olivier Alexandre a exploré ce territoire dès le milieu des années 2010. Il en a tiré un livre, La Tech, quand la Silicon Valley refait le monde. Le nord de la Californie, c'est 2,7 millions d'habitants. Les travailleurs dans la tech directe, c'est 300 000 personnes. Les millionnaires de la tech, c'est 280 000 personnes, donc ce qui est énorme, c'est 10% de la population. Et sur ces 10%, il y en a 65 qui sont milliardaires. Et sur ces 65, c'est 10-20 personnes dont on parle tout le temps. Et le reste, on n'en parle quasiment jamais. Et y compris parfois des milliardaires qui sont très exposés, qui ont des positions très, très stratégiques. Mais par exemple, si je vous parle de Jensen, le patron de Nvidia, très peu de gens vont connaître des choses sur leur vie ou leur position politique. Nvidia, c'est un mastodonte spécialiste des cartes graphiques. Et son patron, Jensen Huang, peu connu, a le CV type des ingénieurs de la Silicon Valley. Né en Asie, à Taïwan, c'est un ancien de Stanford, l'université au cœur de la Silicon Valley, comme Peter Thiel ou encore les fondateurs de Google, pour n'en citer que quelques-uns. La tech n'est pas un bloc monolithique et Jensen Huang, par exemple, s'est montré plus neutre que Musk sur la politique américaine. Après, cette industrie qui est devenue la première industrie dans le monde, qui est devenue à la fois le premier lobbyiste à Bruxelles et à Washington DC, elle a certaines spécificités qui parfois tendent vers à la rendre un peu homogène et parfois au contraire à la rendre très très divisée. Ce qui la rend homogène, c'est un cadre commun. C'est-à-dire celui de l'entrepreneuriat qui s'adosse au système des ventures capitalistes. C'est les investisseurs qui sont en fait des intermédiaires entre le travail et le capital. Le travail, c'est les entrepreneurs et les entrepreneuses et celles et ceux qui arrivent à rallier autour d'eux. Et puis le capital, il est assez diversifié. On retrouve aussi bien des fonds souverains indonésiens ou d'Arabie Saoudite que des fonds de pension californiens des instituteurs et fonctionnaires. Et qu'ils soient princes saoudiens ou instituteurs qui cherchent ainsi à financer leur retraite, ces investisseurs veulent tous des rendements. Qui explique que la machine
soit vraiment une turbine quasiment tout le temps en surchauffe, et son coût humain, en termes de capital, en termes de destruction d'organisation. C'est vrai pour les travailleurs, c'est vrai pour les entreprises. Plus de 90% des entreprises dans la Silicon Valley qui se sont créées dans le domaine des nouvelles technologies n'existeront plus au bout de 5 ans. Dans le logiciel de la Silicon Valley, il y a donc déjà le marche ou crève. Pendant longtemps aussi, la Silicon Valley a quand même soutenu les démocrates. Selon un sondage mené en 2017 par l'université de Stanford auprès de 600 dirigeants et fondateurs d'entreprises de la tech, seulement 8% avaient voté pour Trump en 2016. Mais c'est oublier un autre élément essentiel de la culture de la tech, le culte de l'innovation sans tabou, en toute liberté, incarné par sa grande messe annuelle, le festival Burning Man. Moi, très honnêtement, j'ai vraiment compris ce que voulait dire le techno-libertarianisme, le libertarianisme tech, quand je suis allé au Burning Man. Une expérience extrêmement forte. Burning Man se déroule tous les ans fin août dans le Nevada, en plein milieu d'un désert. Imaginez-vous, vous passez plus d'une semaine, avec des variations de température entre 45 et moins 5, avec de la musique en continu, mais au point où le sol vibre. Vous enchaînez ou pas tout un tas de drogues hallucinogènes. Et au bout de 3-4 jours, en fait, ce qui se passe, c'est l'expression locale, les gens burn, les gens brûlent. C'est-à-dire que la morale tombe et on peut envisager tout un tas de choses. Alors on peut le faire pour le meilleur, mais aussi on peut le faire pour le pire. Et d'une certaine façon, ça nous renvoie à ce qui est en train de se passer dans la tech, où on a systématiquement des gens qui prétendent faire le mieux ou le meilleur, tout en parfois nous entraînant vers le pire. Le libertarianisme occupe une place de choix dans l'univers de la tech. Selon Rob Lalka, les libertariens du XXIe siècle ont une vision maximaliste de la liberté individuelle. Ils sont capitalistes et favorables à une intervention minimale de l'État. Ces gens, ils lisent et ils débattent. Et qu'est-ce qu'ils lisent ? Eh bien, c'est presque universel. Ils lisent Ayn Rand et ils y reviennent souvent. Ayn Rand est une philosophe et romancière américaine d'origine russe. Née à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle, elle s'est installée aux États-Unis en 1926. Un de ses romans, La Source vive, est devenu un classique de la littérature américaine. La pensée randienne permet de comprendre que l'individualisme, ici, va au-delà de la vision traditionnelle américaine. C'est très différent. Là, il s'agit de casser toutes les normes, car vous êtes ce qu'il y a de plus important. On considère que l'égoïsme est une vertu. Thiel, comme Trump, ont manifesté leur attachement à Rand. Ajoutez à cela une pincée de transhumanisme. Le deuxième courant, c'est le transhumanisme, cette idée que les nouvelles technologies peuvent servir au développement dans une perspective d'évolution de notre espèce et que, de ce point de vue-là, il faut absolument l'accueillir et avoir une vision optimiste. Les écologistes, et plus largement les décélérationnistes, de leur point de vue, sont des gens vraiment qui font fausse route parce qu'ils appellent à des mesures de sûreté, à décroître la consommation, à limiter l'investissement dans les nouvelles technologies, là même où, de leur point de vue, il faudrait absolument accélérer. Le tournant pro-Trump de la tech, en tout cas, a été progressif, selon Rob Malka. So Musk, almost immediately after the assassination attempt, Musk, après la tentative d'assassinat contre Trump, a mis sa plateforme et sa voix au service de Trump et son argent. Il l'a financé à hauteur de 277 millions de dollars. Mais le soutien pour Trump est plus ancien. Et il y a une vision beaucoup plus libertarienne et anti-gouvernement que celle qui caractérise le conservatisme, déjà en faveur d'un rôle minimum de l'État. Le populisme est désormais combiné à une vision anti-gouvernement, contre l'héritage, pour une approche innovante qui vient de la Silicon Valley. Peter Thiel s'est d'ailleurs intéressé à Donald Trump dès 2016. À l'époque, il avait donné plus d'$1 million pour sa campagne. Et puis, il a ensuite misé sur J.D. Vance, le futur vice-président des États-Unis, qui a travaillé avec lui.
C'est l'époque où J.D. Vance est très anti-Trump. Et puis J.D. Vance commence sa transformation de jamais Trump à quelqu'un qui dit « c'est le meilleur président que j'ai eu dans ma vie ». Thiel va mettre 15 millions de dollars dans sa campagne pour les sénatoriales. On n'a jamais donné autant d'argent à un candidat au Sénat. En 2024, le rapprochement s'est concrétisé pour des raisons aussi très pragmatiques, à commencer par la volonté des démocrates d'encadrer beaucoup plus les plateformes et l'IA. Sur l'évolution actuelle, je pense qu'il faut remonter quelques années auparavant, et particulièrement aux années 2019, 2020, 2021. Parce que c'est le Covid, c'est le redéploiement du système réglementaire avec l'administration Biden, donc avec des positions assez alignées entre l'administration Biden et l'Union européenne, qui va commencer à faire mal à l'industrie de la tech. Ce qui est vécu comme une abomination et une terrible réduction de la liberté d'entreprendre pour ces patrons de la tech. Et puis un contexte géopolitique qui a changé quand même, parce que c'est le retour de la guerre en Europe, c'est la guerre commerciale avec la Chine, et c'est le retour de la guerre avec fracas au Moyen-Orient. Ce qui a des effets directs en termes de polarisation des débats, mais ce qui a aussi des effets économiques directs, parce que c'est la crise des matières premières, c'est la crise énergétique, c'est la remontée des taux. Et face à tout ça, des enjeux symboliques qui sont de diverses formes. Le wokisme, voilà, cette idée qu'on pourrait plus dire ce qu'on veut et que ça serait contraire à la fois au bon sens et puis aussi à la tradition américaine de liberté d'expression. Le pouvoir des juges, contre lesquels Elon Musk ou Donald Trump pestent assez régulièrement. Les grands groupes technologiques ont déjà une puissance économique énorme. La capitalisation boursière additionnée de Tesla, Apple, Amazon, Alphabet, la maison mère de Google, Microsoft, Meta et Nvidia dépassaient en octobre 2024 les 16 000 milliards de dollars. C'est presque autant que le PIB total de l'Union européenne. Mais la dérégulation et la cure d'amaigrissement de l'État proposée par Elon Musk ne sera pas sans conséquences sur l'opinion, selon Rob Lalka. Les investisseurs en capital risque, ils ont l'habitude de faire des paris très périlleux. Mais au niveau du gouvernement, les gens n'aiment pas ça, parce que quand on parle des infrastructures de base qui nous permettent de vivre, cela ne se prête pas à ce niveau élevé de risque. Si on va dans ce sens, il va y avoir des conséquences drastiques. Et je ne pense pas que c'est ce que les gens veulent. L'influence politique de ces entrepreneurs surpuissants n'est pas nouvelle. C'était par exemple le cas d'industriels comme Rockefeller au XXe siècle, selon Olivier Alexandre. Mais certains craignent un changement de dimension. On peut se demander dans quelle mesure les États-Unis n'entrent pas dans une séquence qui constitue un point de rupture, puisque la vision et la stratégie de Trump et Musk, c'est vraiment de renverser le système. Du coup, de renverser ces institutions au fondement des piliers de la démocratie américaine. La tech reste quand même encore traversée de débats. Par exemple, Ian LeCun, le directeur scientifique de l'IA chez Google, a dit à Musk, via un tweet, qu'il était un oligarque qui s'est acheté X pour, je cite, « soutenir un dictateur en puissance ». Restez avec nous lundi, le prochain épisode sera consacré justement à ce nouveau tandem politique étonnant et surpuissant formé par Elon Musk et Donald Trump. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kinsella-Kiffer et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.